Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir aussi aux personnes qui sont à l'extérieur, qui nous entendent peut-être. Donc, ça va commencer. Merci à tous d'être venus en nombre ce soir à cette nouvelle édition du Café des Sciences. Une édition animée ce soir par le GEPOG, qui viendra nous parler, qui viendra nous restituer quelques éléments du projet Life Biodivom, un projet européen qui est déployé sur plusieurs outre-mer. Et donc ici ce soir, nous entendons parler de deux cas de figure étudiés durant ce projet. Donc le cas du mérou géant, qui est une espèce menacée dans les eaux guyanaises, ainsi que le cas des savanes, qui est un écosystème qui est en train de perdre en surface en Guyane. Et donc on va en apprendre beaucoup plus à propos de ces deux sujets ce soir. Donc je suis content d'accueillir parmi nous Monsieur le Président, Madame la Directrice du GEPOG, qui feront un petit mot d'introduction. Ensuite, nous aurons Marion Rousse qui viendra parler du cas du mérou géant et Alexandre Mathieu qui parlera du cas des savanes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous laisse. Oui, bonsoir à tous. Merci donc à la Canopée des Sciences de nous aider à animer, à préparer cette réunion de ce soir. Et merci également à la Maison des Cultures et des Mémoires qui nous accueille ce soir. Et donc, à travers elle, merci à la CTG. Quelques mots simples sur cette soirée. D'abord sur le terme que vous avez entendu, le Life Biodivom. Donc, vous en entendrez plusieurs fois en parler cet après-midi, ce soir, pardon. Pourquoi ces deux termes? C'est un peu bizarre. Le live, parce que c'est une opération financée par l'Europe, donc qui nous a beaucoup aidé sur le lancement sur ces études de projet. La biodive, parce que bien sûr c'est orienté vers la protection de la biodiversité. Et homme, parce que c'est l'outre-mer. Donc c'est porté, au niveau français, c'est porté par la LPO, qui porte ça directement vis-à-vis de la Commission européenne, vis-à-vis de l'Europe, et qui est l'outre-mer. Pourquoi? Parce que c'est une opération qui concerne en même temps plusieurs départements d'outre-mer, donc la Réunion, Mayotte, la Martinique, Saint-Martin. J'en oublierai peut-être. Non. Et donc particulièrement pour tout ce qui nous concerne ce soir, la Guyane. Donc sur deux thèmes, le mérou géant. Alors Alain Cyril, qui était là, le président de la Canopée des Sciences, était là tout à l'heure. Il m'a dit fais attention, ne parle pas du mérou, parle de la vieille, parce qu'apparemment c'est le nom qui est plus courant ici. Mais pourtant, ça fait quelques temps que je suis là, je n'avais jamais entendu parler de la vieille. Donc, vous aurez une présentation principalement du mérou et des savanes, qui est, comme on vous l'a dit tout à l'heure, un milieu très riche en Guyane. On parle beaucoup de la forêt en Guyane, mais on ne parle pas assez de la savane, qui mériterait d'être un peu plus développée. Nous, le GEPOG a beaucoup travaillé sur ce milieu des savanes, tant pour ce qui concerne la protection que tout ce qui est animation autour, et donc travail avec les populations et avec en ce qui concerne les mérous, c'est principalement, il y a aussi un gros travail avec les pêcheurs, vous entendrez parler certainement tout à l'heure. Voilà. Sur deux petits mots sur le GEPOG. Donc le GEPOG a maintenant 30 ans, a été créé à l'origine par des associations d'ornithos, des passionnés. Mais depuis quelques années, c'est beaucoup développé sur d'autres sujets. Donc le GEPOG gère les réserves des Nourag, en partenariat avec l'ONF, gère le Grand Connétable, a animé tout ce qui est plusieurs ABC, des atlas de biodiversité. On s'est retrouvé ici dans cette salle il y a quelques temps pour faire le point de l'ABC de Rémire, mais on a aussi travaillé le GEPOG sur l'ABC de Mana. Donc beaucoup de travail de partenariat, d'animation. On a bien besoin en Guyane de sensibiliser beaucoup de monde sur la protection de cette biodiversité. C'est pas
grand nombre de personnes en Guyane, ce n'est pas leur priorité certainement, mais il est absolument nécessaire qu'on y travaille à cette protection, parce que c'est quand même l'avenir, ça fait partie c'est une des richesses de Guyane et ça participera à l'avenir de la Guyane. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Cette opération de Life Biodivom, pour nous, pour le GEPOC, ça représentait sur 5 ans, un peu plus de 5 ans, plus d'1 million d'euros. Donc c'était quelque chose de très conséquent qui nous a permis donc, de travailler pendant plusieurs années sur ces deux thèmes, financés pour moitié par l'Europe, à travers, donc, je vous ai dit tout à l'heure, la LPO, mais aussi sur des financements de l'OFB, du ministère, enfin du ministère, et plus localement de la DGTM, mais aussi avec des financements de la CTG. Et je crois que j'ai oublié l'OFB et le conservatoire du littoral. Voilà, donc Clémentine, la directrice du GEPOC, va vous détailler un peu plus les éléments principaux de cette soirée et plus généralement du thème. Et donc vous aurez comme on vous a dit, 2 présentations. Il y aura des espaces de discussion entre ces présentations. Du coup, notre président a tout dit. Mais vous dire que nous sommes ravis de vous voir parmi nous ce soir pour ce temps d'échange qui est un temps important pour l'équipe du GEPOG, parce que ça marque la fin d'un gros projet, donc ce fameux projet Life Biodivom, qui a duré plus de 5 ans et demi, qui a occupé l'équipe pendant plus de 5 ans et demi, avec une ambition assez importante, des actions, comme vous le verrez, très, très conséquentes et des résultats obtenus à la hauteur. Donc voilà, c'est un moment important pour nous ce soir et on est ravis que vous soyez là en nombre. Donc l'objectif, c'est de vous présenter de manière assez exhaustive l'ensemble des actions qui ont été réalisées et les résultats qui ont été obtenus sur ce projet. Donc on a souhaité intituler cette soirée « Quand préservation rime avec concertation », parce que le fil rouge de ce projet, et notamment le fil rouge des 2 volets qui ont été développés dans le cadre de ce projet, a été la concertation. C'est bien une démarche de concertation qui a sous-tendu l'ensemble ou quasi l'ensemble des actions qui ont été mises en œuvre. Donc c'était un peu le dénominateur commun qui nous a permis de rejoindre ces 2 volets et de vous présenter ce soir ces 2 volets. Alors, même si le président a dit pas mal de choses, une petite diapo pour vous refixer les idées sur ce que c'est que ce fameux projet Life Biodivom. Donc, il nous a occupés pendant un certain temps, comme je le disais. En l'occurrence, il a commencé en 2018 et il se termine là au mois d'avril. Et c'est un projet qui est coordonné au niveau national par la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc il concernait 5 territoires d'outre-mer, 7 partenaires différents, et l'objectif c'était de s'intéresser à 5 espèces et à un habitat. Donc les territoires d'outre-mer, c'est effectivement, comme vous le voyez sur la carte, côté océan Indien, La Réunion et Mayotte, avec sur ces territoires 3 partenaires impliqués. En métropole, donc la Ligue pour la protection des oiseaux, aux Caraïbes, Saint-Martin et la Martinique, et la Guyane. Donc dans ces territoires, ça a été des associations qui ont été partenaires de ce projet, un parc national à La Réunion, un parc naturel régional en Martinique. Concernant les espèces, donc c'était 5 espèces qui étaient menacées de disparition à l'échelle internationale, puisque les projets LIFE s'intéressent vraiment aux espèces qui sont menacées à l'échelle internationale, menacées de disparition. Donc 3 espèces d'oiseaux, les chenilleurs de la Réunion, le moqueur gorge blanche en Martinique, le crabier blanc à Mayotte, et 2 espèces de poissons, le mérou de Nassau et le mérou géant. Donc à Saint-Martin, ils se sont intéressés aux 2 espèces de poissons, et nous en Guyane, on s'est intéressé au mérou géant, comme vous allez le comprendre, et donc le seul habitat concerné dans ce gros projet Life Biodivom, c'était les savanes de Guyane. Donc comme vous le comprenez, en Guyane, le projet porté par le GEPOG s'est décliné sur 2 volets, le mérou géant et les savanes.
Et donc ce projet avait pour objectif d'améliorer, d'augmenter les populations de ces 5 espèces et d'améliorer l'état de conservation des savanes de Guyane. Et pour ce faire, voilà, différentes actions ont été mises en œuvre qui avaient pour but d'améliorer les connaissances des espèces, de leurs habitats, des usages, des actions qui visaient à lutter contre les espèces exotiques envahissantes, que ce soit les espèces végétales ou les espèces animales, et des actions visant à restaurer les sites de reproduction et d'alimentation de ces espèces. Voilà, donc sans plus attendre, on va rentrer dans le détail des actions, en commençant par la gestion durable et concertée du mérou géant. Juste pour vous dire, donc voilà, première présentation, il y aura un petit temps de questions-réponses à l'issue, et ensuite on enchaînera sur la deuxième présentation sur les savanes, également avec un petit temps de questions-réponses. Et puis pour vous inciter à rester jusqu'à la fin, on vous propose de partager un petit pot à l'issue de la conférence. Voilà. Marion. C'est à toi. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Pour vous rassurer aussi, la présentation va durer en tout, les 2 volets, ça devrait durer 1 heure environ, avec la partie questions. Donc vous n'êtes pas là pour toute la soirée. Moi je vais vous parler de la partie sur donc, la gestion concertée et durable du mérou géant. Donc d'abord, je vais vous faire un petit point sur cette espèce. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais du coup, c'est un gros poisson qui peut arriver jusqu'à 2,50 m et peser jusqu'à 350-400 kg. Donc c'est un beau bébé qui peut atteindre 37 ans. Et donc ça, c'est l'âge maximum qui a été trouvé. C'est un mérou qui a été pêché de cet âge-là. Mais entre-temps, il y a eu, c'était avant l'effondrement des populations. Donc potentiellement, dans la littérature, les chercheurs estiment qu'il pourrait vivre jusqu'à 50 ans. Et il arrive à une taille de reproduction à environ 1,20 m, ce qui représente à peu près 6 ans. Pour le décrire un peu physiquement, vous voyez, donc c'est un mérou qui va être un peu marron, jaunâtre, avec des rayures assez symétriques à l'arrière du corps. À l'avant, c'est un peu plus le fouillis, mais par contre, il a vraiment des petits points noirs caractéristiques qui vont être sur le dos, la tête et les nageoires. Il a ses yeux qui sont très globuleux quand il est jeune. Et puis petit à petit, ils vont devenir plus petits en étant adultes. Mais par contre, il a une bouche très caractéristique, qui est aussi caractéristique de manière générale des mérous. C'est une grande bouche avec des grosses lèvres qui tombent un petit peu vers le bas. Donc il a un peu une tête de grognon. Il va vivre alors plutôt dans les mangroves quand ils sont jeunes. C'est une espèce qui est dite euryhaline, c'est-à-dire qu'il va supporter des taux de salinité assez basses. Donc il peut vivre dans ces mangroves qui sont de manière générale des lieux où beaucoup de poissons vont vivre à leur état juvénile. Donc c'est... pardon, je perds mes mots. Et du coup, ensuite... il va aller vers le large, plus vers des zones rocheuses. Par exemple, en Guyane, on va le retrouver autour des îlets de Rémire, des îles du Salut, le Connétable, les battures du Connétable. Donc, toutes les zones rocheuses où il va pouvoir trouver un petit peu un trou, une grotte dans laquelle installer son territoire, parce que c'est une espèce qui va être plutôt solitaire et très territoriale. Et vous avez là son alimentation. Du coup, il va plutôt s'alimenter de crustacés quand il est jeune. Et petit à petit, les mérous vont intégrer les poissons dans leur alimentation pour devenir quasiment totalement piscivores une fois adultes. Et il va plutôt s'attaquer à des poissons qui sont assez tranquilles, parce que le mérou... s'il veut, il peut faire des accélérations assez rapides, mais de manière générale, il est plutôt tranquille,
assez posé, donc il va plutôt chasser des poissons qui sont aussi tranquilles. Pour son cycle de vie, donc on va commencer dans les mangroves. Donc, comme je vous disais, il va y avoir les jeunes qui vont se développer. Vers 5-6 ans, ils vont aller un peu plus vers le large, sur les zones rocheuses, où là, ils vont avoir leur territoire. Et puis, au moment de la reproduction, les individus qui vont être matures sexuellement, ils vont aller plus au large sur des sites d'agrégation, c'est-à-dire c'est des sites où plein de mérous vont se regrouper par dizaines pour pouvoir se reproduire. Là, une femelle, elle peut libérer jusqu'à 50 000 ovocytes, donc c'est assez énorme. Et une fois fécondés, ces œufs qui sont en pleine eau, avec les courants, ils vont dériver vers les mangroves. Le mérou, de manière générale, les espèces de mérou sont hermaphrodites protogynes. C'est pas encore vérifié pour le mérou géant. Mais déjà, est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce que c'est d'être hermaphrodite protogyne? Oui. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est de l'hermaphrodisme successif, donc il va passer d'un sexe à un autre. Dans ce cas-là, l'hermaphrodisme protogyne, c'est-à-dire qu'il va passer de femelle à mâle. Et ça peut varier les causes qui vont le faire changer de sexe, ça peut varier en fonction des espèces. Mais en tout cas, pour le mérou, on imagine que c'est plutôt une cause sociale, c'est-à-dire que quand il va se retrouver sur les sites d'agrégation, où ils vont être en nombre, s'il y a trop de femelles et pas assez de mâles, il y a des femelles qui vont devenir mâles. Mais ça, ils peuvent le faire qu'une fois dans leur vie. Ce n'est pas indéfini. Donc, le statut au niveau de la population mondiale, effectivement, quand on a commencé le projet, il était en danger critique d'extinction et il est passé vulnérable en 2018. Donc, pour vous expliquer d'abord, normalement, le mérou géant, il est distribué uniquement dans l'Atlantique. Il va être des côtes de la Floride jusqu'au sud du Brésil, en passant par le golfe du Mexique et la Caraïbe. Et puis, sur une partie des côtes africaines aussi. Mais il est devenu vraiment anecdotique sur les côtes africaines et également dans la Caraïbe. En Floride, il y a eu le constat d'une chute des populations. Donc, entre les années 60 et 90, il y a 80% de la population qui a été perdue. Donc, ce qui est énorme et ce qui a amené les États-Unis à mettre en place un moratoire, donc une interdiction totale de pêche en 1990. Le Brésil, ils ont aussi mis en place un moratoire en 2022 parce que, pareil, les populations s'effondraient. Par contre, au Brésil, c'est un peu moins respecté. Ils ont beaucoup de moyens en Floride, au Brésil, un peu moins. Et du coup, c'est braconné principalement sur les sites de reproduction. Donc, ils vont directement dans le vivier. Et par contre, en Floride, donc, c'est pour ça cette interdiction, elle a permis aux populations de se rétablir un petit peu. Et c'est pour ça que le statut est passé en vulnérable en 2018. Et donc, les menaces qui pèsent sur cette espèce, ça va être la surpêche, la pêche non gérée, le braconnage et la dégradation des habitats, notamment les mangroves qui sont donc sa nurserie, donc via l'urbanisation, le changement climatique aussi qui joue dessus et différentes choses. Donc en Guyane, qu'est-ce qu'on connaît sur cette espèce, sur vraiment les individus, la population qu'on a dans nos eaux? Donc le principal travail, ce qui nous a permis de nettement améliorer les connaissances en Guyane, c'est une thèse doctorale qui a été menée entre 2010 et 2014, donc était en partenariat avec l'Université de Floride, la réserve du Connétable, le comité des pêches et une association de pêcheurs. Et cette thèse, elle a permis d'améliorer les connaissances sur différentes choses, notamment
On sait maintenant que la population de mérous en Guyane, c'est plutôt des jeunes individus. Mais bon, c'est aussi sur l'alimentation, c'est notamment cette thèse qui nous a permis de savoir qu'on passait des crustacés aux poissons et plein d'autres choses. Mais il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, et notamment sur la reproduction. On ne sait pas de quelle population dépend la production larvaire en Guyane. On ne sait pas non plus comment la population est structurée dans l'espace, donc entre nos différentes zones rocheuses, et où se reproduisent les individus qui ont grandi en Guyane. L'hypothèse qui a été faite pendant la thèse, c'est que en fait, les larves arriveraient du Pará au Brésil, là où on sait qu'il y a des zones d'agrégation, des zones de reproduction. Donc les courants amèneraient dans nos mangroves les larves et les juvéniles, et ensuite ils iraient se reproduire à Trinidad et Tobago. Mais ça reste une hypothèse, c'est encore à vérifier. L'Ifremer fait beaucoup de pêche donc dans les rivières, les estuaires, pour essayer d'avoir des larves. Mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Donc voilà, c'est quelque chose encore à creuser. Et donc, comment est né le projet finalement? C'est la difficulté de répondre aux questionnements des différents acteurs. Ensuite, il y a eu en 2010 un arrêté préfectoral qui a été adopté donc, pour la pêche de plaisance en mer. Donc, on a le droit de pêcher un mérou par sortie et par bateau. Mince, j'aurais dû vous demander. Et puis, du coup, pour cet arrêté, les différents acteurs de la mer ont vraiment regretté qu'il n'y ait pas eu plus de concertation. Ça n'a pas fait l'unanimité, ça a été difficile à être accepté au début. Donc, il y a vraiment ce manque de concertation qui a été pointé du doigt. Et puis, de manière générale, des visions assez différentes de l'espèce. Il n'y avait vraiment pas de constat partagé. Il y a certains qui vont dire le mérou, il se porte très bien. Il y en a d'autres qui vont trouver que les individus vont être de plus en plus petits. Il y en a certains qui voudraient mettre en place un moratoire, d'autres qui veulent continuer de le pêcher. Donc, c'est vraiment plein d'avis différents. Donc, c'est là-dessus que le GEPOC s'est basé pour se dire, OK, là, il faut faire un projet où on intègre tout le monde, où on concerte toutes les parties prenantes, tous les usagers de la mer et les personnes qui peuvent être impliquées sur la gestion du mérou géant. Donc, pour vous décrire un peu plus le projet, il y a une première phase de description des pratiques de pêche, donc qui a duré environ 2 ans. Donc là, ça a été d'aller interroger toutes les personnes qui pouvaient s'intéresser ou travailler de près ou de loin sur le mérou géant pour connaître un peu mieux les pratiques de pêche, que ce soit au niveau professionnel ou des plaisanciers. Donc vraiment un travail pour partir sur de bonnes bases, savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui manque. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième phase vraiment de concertation en mobilisant les différents acteurs pour connaître leurs besoins, eux, leurs perceptions, qu'est-ce qu'ils attendent de ce projet et comment ils voient le mérou et sa possible gestion. Et une dernière phase de plus de valorisation des résultats de la concertation. Et en parallèle, des actions pour appliquer la réglementation. Donc ça, c'est des actions qui ont été menées en partenariat avec les services de l'État. Et puis de la communication et de la sensibilisation de manière générale. Là, je vais me concentrer vraiment sur la phase 2 pour la phase de concertation. Donc, pour cette concertation, on s'est fait accompagner de 2 structures. Dialter, qui est une SCOP qui est basée en Hexagone, et le Graine Guyane, qui est une association en Guyane. Dialter, ils sont vraiment spécialisés sur le dialogue territorial, et le Graine Guyane plus sur
de manière générale les démarches participatives et l'éducation populaire. Donc on a couplé ces deux méthodes pour faire toute la démarche de concertation et surtout aussi pour se faire accompagner tout du long. Donc il y a eu une formation qui a été délivrée pour les personnes du GEPOG et pour toutes les parties prenantes du projet qui pouvaient être intéressées. Ensuite, il y a eu des entretiens en bilatéral et par groupe d'acteurs pour vraiment recueillir la perception de chacun, leurs besoins, comment eux ils imaginaient ce projet, qu'est-ce qu'ils avaient envie d'y mettre, enfin, connaître un peu voilà, tous leurs avis et qu'ils puissent aussi petit à petit nous dire quelles sont les personnes à intégrer, s'il y avait des acteurs qui étaient oubliés ou auxquels on ne pensait pas. Et puis, donc, enfin, voilà. Et ensuite, il y a eu les rencontres multi-acteurs. Donc là, c'est vraiment quand on met tout le monde autour de la table pour discuter ensemble, comprendre les avis de chacun, les besoins de chacun, pouvoir se mettre un peu à la place des autres et pouvoir arriver à une solution commune. Et une dernière phase, un atelier vraiment de restitution, puisque les 4 ateliers de concertation ont mené un plan d'action. Donc la restitution, elle a permis de présenter à tous ceux qui ont participé à la concertation et au-delà, qu'est-ce qui avait été établi pendant cette concertation, quelles actions avaient été proposées. Et chacun a pu donner un peu son degré de consentement sur les différentes actions. Donc c'est une démarche qui a vraiment été progressive, elle s'est déroulée sur 2 ans. Et voilà, ça s'est fait, comme vous voyez, petit à petit, d'abord des entretiens en bilatéral, ensuite par groupe d'acteurs, ensuite on met tout le monde autour de la table. Donc c'est vraiment quelque chose aussi auquel il faut faire attention pour comprendre aussi les jeux d'acteurs et arriver à avoir des discussions apaisées. Donc maintenant, je vais vous passer une toute petite vidéo pour quelques témoignages des personnes qui ont participé à la concertation. Donc voilà, ils en parleront mieux que moi. Ça ne marche pas. De toute façon, quelle que soit la démarche, à partir du moment où il s'agit d'une concertation, eh bien, on ne peut qu'y adhérer. D'autant qu'à la PPG, historiquement, de nombreux membres participaient à déjà des sorties de pêche au Mérou, des comptages, depuis l'année 2002 d'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié le processus de concertation. J'ai trouvé que c'était que c'était fait dans le bon ordre en tout cas, en termes d'implication des acteurs, de consultation, mais aussi de construction, de co-construction, de décision. Étant dans les réserves naturelles depuis quelques années en Guyane, on nous a souvent fait le reproche de création de réserves sans consultation du public et des usagers. Je pense que c'est nécessaire en ce moment. Le moment de concertation, c'est le meilleur moyen de construire une solution viable pour tout le monde et qui puisse durer dans le temps en ayant en tête bien toutes les attentes de chacun et toutes les préoccupations de chacun. Je pense que c'est la meilleure solution pour pouvoir trouver une solution commune et pérenne. Et dans un état d'esprit de s'inspirer pour les sujets à venir. En général, moi j'ai bien aimé tous les ateliers, parce que j'ai trouvé qu'à chaque fois on construisait quelque chose de nouveau. On abordait des notions qui n'avaient pas forcément été abordées les ateliers d'avant. Et puis j'ai trouvé qu'au fur et à mesure du processus, on incluait de plus en plus de types de structures. Et donc j'ai trouvé ça aussi intéressant de voir à quel point la concertation grandissait au fur et à mesure du processus, avec finalement des acteurs qui s'y intéressaient en cours de route. Bien sûr, un temps fort en mémoire concernant les solutions possibles de moratoire sur la pêche du Mérou et l'implication que cela induirait pour les pêcheurs professionnels. Aimer
les moments d'échange autour des tables, quand on n'était pas très nombreux, et du coup de pouvoir discuter en direct avec des guides de pêche plaisanciers, des gens de l'Ifremer, des gens de la pêche pro. J'ai vraiment vu une progression de l'atelier 1 au dernier atelier où on va dire les discussions ont permis justement de pouvoir échanger et s'écouter, se comprendre pour justement construire quelque chose, une solution. Voilà pour les petits témoignages. Bon, évidemment, il n'y a pas tout le monde, puisque je vous disais, il y avait quand même pas mal d'acteurs qui ont participé. Donc, effectivement, il y avait 36 participants qui appartiennent à 22 organismes différents. Et du coup, on est arrivé à un plan d'action qui regroupe 5 axes, 12 objectifs et 44 propositions. Donc ça, c'est vraiment le plan à l'état brut, finalement, qui est disponible sur le site de la réserve du Connétable. Sur ce plan, on peut voir, on a gardé la trace de toutes les discussions qui ont eu lieu pour voir aussi les points de désaccord. De pouvoir avoir une trace quand même de tout ce qui est ressorti, de tout ce qui a été dit. En revanche, on va faire un livret, finalement, quelque chose, on est en train de travailler là-dessus pour mettre en valeur ce plan d'action et surtout les actions qui ont fait, sur lesquelles tout le monde s'est accordé, qui ont fait plus l'unanimité. Et du coup, ça se regroupe selon ces axes-là. Donc, il y a l'amélioration des connaissances, tant sur le mérou géant que sur d'autres espèces, la carpe rouge et le tarpon de l'Atlantique. Donc ça, c'est quelque chose qui, pareil, est ressorti de la concertation. Les acteurs voulaient élargir ce plan d'action, en tout cas ce travail à d'autres espèces, donc notamment les pêcheurs sportifs, puisque le tarpon et la carpe rouge, c'est des espèces qui sont pêchées par les plaisanciers. Et améliorer aussi les connaissances sur les pratiques. D'un côté, sur la pêche professionnelle, notamment tout ce qui est lié à l'encordage. Donc, il y a une pratique, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu ça. Non. Du coup, en fait, comme ils n'ont pas la place sur leur bateau de mettre tous les mérous, donc les pêcheurs vraiment au mérou qui se spécialisent sur le mérou en Guyane, il y en a 4, donc ils sont vraiment pas beaucoup, ils pêchent à la ligne. Et en fait, l'encordage, c'est qu'ils vont garder tous leurs mérous dans l'eau, mais avec une corde qui passe dans la gueule et entre les ouïes et qui va rester comme ça dans l'eau pour être au frais finalement, parce qu'ils n'ont pas le matériel adapté pour pouvoir le garder frais sur leur bateau. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on aimerait trouver des alternatives. Donc pour l'instant, c'est un peu le point zéro, mais il y a du travail à faire là-dessus. Et puis sur aussi l'amélioration des connaissances sur la pêche de plaisance. Donc là, c'est surtout la pêche sportive qui s'intéresse au mérou. Savoir quand ils relâchent le poisson, puisque souvent c'est ça, ils font ce qu'on appelle du no-kill ou catch and release. Donc ils attrapent le poisson et ensuite ils le relâchent. Et en fait, l'idée, c'est de savoir quelles conséquences ça a pour le taux de survie du poisson. Ensuite, ce plan de gestion, finalement, comme je disais, donc on est parti du mérou géant, mais vraiment, au fur et à mesure de la concertation, le besoin s'est fait ressentir. Les parties prenantes ont voulu vraiment l'élargir à la structuration de la pêche. Et donc, on a tout un axe sur comment développer les conditions pour une pêche de loisirs durable et pour améliorer les conditions de la pêche professionnelle. Pour la pêche professionnelle, ça va être beaucoup de formation et de structuration de la pêche professionnelle parce que pour l'instant, c'est un peu chaotique. La filière pêche, elle est en mauvais état, on va dire. Elle est assez fragile. Et puis, pour la pêche de loisirs, c'est partager vraiment les bonnes pratiques de pêche, comment réaliser justement ce no-kill pour permettre le meilleur taux de survie aux poissons.
Ensuite, ça va être de la sensibilisation au milieu marin et la valorisation des métiers de la mer, puisque les jeunes ne se tournent pas tellement vers les métiers de la mer, et ça, c'est quelque chose qui préoccupe les pêcheurs. Donc, ce serait vraiment de valoriser les différents métiers qui peuvent exister autour de la mer et former les jeunes. Et ensuite, encadrer les pratiques de pêche, donc faire respecter vraiment la réglementation en vigueur. Et puis, potentiellement, imaginer d'autres moyens pour structurer cette pêche, pour encadrer les pratiques. Notamment, il a été discuté la possibilité de co-gérer une zone entre gestionnaires habituels, par exemple une association environnementaliste, et des pêcheurs. Voilà, donc ça, c'est quelque chose encore à réfléchir et des choses qui pourraient être mises en place. Et donc de nombreuses actions en parallèle. Donc ça, c'est tout ce qui s'est fait au cours du projet. Vous avez donc à gauche un panneau d'information. C'est des panneaux qui ont été mis au niveau des dégrades, à Dégrade-des-Cannes et à Kourou, et puis devant les magasins de pêche comme Amazon et Loisirs. Donc ça, c'est pour informer sur la réglementation et sur le mérou de manière générale. Donc là-dessus, moi, quand je rencontre les pêcheurs, et notamment récemment, certains m'ont fait le retour qu'ils ont connu la réglementation grâce à ces panneaux. Donc c'est plutôt positif pour le projet. Il y a aussi, donc, comme je vous disais, les actions de contrôle qui ont été réalisées, des animations scolaires tout au long du projet et de la sensibilisation des usagers. On a notamment réalisé un guide de bonne pratique en mer, donc, qui est également disponible sur le site internet de la réserve du Connétable. Donc, il y a une partie vraiment sur la pêche des mérous géants et des gros poissons de manière générale. Et il y a d'autres choses aussi qui ont été réalisées via d'autres projets, notamment le projet du WWF et du comité des pêches, le PALICA, qui nous permet de parler des tortues, de si on a une tortue dans les filets, comment bien la relâcher. Et voilà, donc plein d'actions comme ça pour avoir les bonnes pratiques, les bons réflexes. Et pour vraiment la pêche au mérou et aux gros poissons, on a édité un petit livret, quelque chose de quelques pages, un dépliant, qui sera résistant à l'eau et que du coup, tous les pêcheurs pourront emporter avec eux en mer pour pouvoir mettre en œuvre des bonnes pratiques. Mais il y a aussi eu en commun, ça pour le coup, à Tool Life, des séminaires de partage d'expériences, notamment un séminaire qui a été réalisé en Guyane sur les démarches participatives, donc auxquelles ont participé les partenaires du projet LIFE, donc des différentes outre-mer, mais aussi toutes les personnes sur le territoire qui souhaitaient participer. Un compagnonnage à Saint-Martin pour aller les former à la concertation, des collaborations qui ont été renforcées de manière globale sur le territoire, la valorisation de la concertation au sein du document stratégique de bassin maritime. Donc, c'est un document qui a été adopté en fin d'année dernière et dans lequel les propositions d'action qui étaient faites dans le plan d'action, tous les besoins qui ont été émis pendant la concertation, certains ont pu intégrer ce document, notamment sur la structuration de la pêche professionnelle et la formation. Et puis, il y a eu aussi d'autres actions qui ont été initiées sur le territoire qui participent finalement à la préservation du mérou géant et à notre projet de manière générale. Notamment, on a les guides de pêche qui se sont formés en syndicat. Et puis, on a plein d'autres personnes qui vont travailler sur le mérou géant. L'Ifremer qui maintenant intègre beaucoup plus cette espèce dans ses études. Donc, ça a permis aussi de vraiment sensibiliser les acteurs du territoire, les institutionnels, les pêcheurs, un petit peu tout le monde, tous les acteurs de la mer finalement, à cette espèce et à l'intégrer dans ces diverses missions. Voilà, donc j'en ai fini avec cette présentation. Mais maintenant, j'aimerais... donc c'est pour ça que vous avez les petits QR codes. Donc avant de passer à la partie questions, où je répondrai à toutes vos questions, ou en tout cas celles auxquelles j'ai les réponses,
Je vous invite à prendre votre téléphone, à attendre un petit peu et vous allez pouvoir répondre à cette question de comment vous percevez maintenant le mérou géant et quels mots vous lui attribuerez. Donc c'est vraiment, vous pouvez mettre juste plutôt des mots, voire des mots composés. Donc là, quand vous voulez, vous pouvez y aller et normalement, ça va s'afficher sur l'écran. Est-ce que je peux avoir un plein écran ? Si vous avez des mots qui vous viennent, qui sont déjà écrits, vous pouvez quand même les renoter. En fait, vous allez voir, emblématique, par exemple, il a dû être mis par plusieurs personnes parce qu'il est vraiment écrit en gros. Donc, plus c'est gros, ça veut dire plus de personnes l'ont noté. Donc, apparemment, grognon, ça vous a marqué. Il y en a qui aiment manger du mérou. Hein. C'est qui? Phlegmatique. Les personnes qui ont mis ça à quel goût est très bon vont pouvoir discuter. Je pense qu'on est bon là. Ah non. Bon, je crois qu'on va rester là-dessus. Du coup, on a un gros poisson majestueux, mystérieux, emblématique, grognon, phlegmatique et énorme. C'est les mots qu'on retiendra. Et maintenant, si vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Marion. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, levez la main et je viendrai vous apporter le micro. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Alors deux choses. Vous n'avez pas du tout fait de concertation dans l'Ouest. Je pose la question parce que en ce moment, ils sortent beaucoup de mérous dans la rivière de Mana au niveau du bourg. Donc pourtant, c'est éloigné des zones rocheuses. Je pense que les plus proches, c'est les battures de la Malmanouri. Et est-ce que vous allez continuer un peu ce type de concertation, puisqu'à mon avis, il y a un truc à jouer là-bas. Et j'ai notamment mis le mot en Kalinia, Mulu Waimo, qui est le nom Kalinia du mérou. Il y a même une dame à Mana qui va ouvrir un restaurant qui va l'appeler Mulu Waimo, le mérou. Voilà. Oui, effectivement. Donc, en fait, c'était justement ce qui faisait partie des constats. C'était d'identifier les différents pêcheurs. Donc, on a surtout sur la plaisance, il y a des associations qui existent.
Donc ces associations ont été nos interlocutrices, mais c'était difficile d'avoir accès à tous les plaisanciers en fait, parce qu'il n'y a pas de structure globale. Et côté professionnel, par contre, on passait vraiment par le comité des pêches. Donc c'était un peu notre lien avec l'ensemble des pêcheurs. Il y a eu une réunion vraiment qui a été faite avec tous les pêcheurs professionnels qui sont spécialisés dans le mérou géant. Mais ensuite, c'était le comité des pêches qui représentait les pêcheurs. Effectivement, aux battures de Malmadouri, il y a eu des prospections, on a eu des retours sur des mérous qui étaient pêchés là-bas. Mais pour l'instant, ça n'a pas été approfondi. Là, pour la suite du LIFE, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir animer ce plan d'action qui est ressorti. Et effectivement, il faudra peut-être élargir pour aller voir tous les endroits où ils sont pêchés, mieux connaître les parties, peut-être plus aux extrémités par rapport à l'île de Cayenne. D'autres questions ? Si plus personne n'a de questions, je propose de passer au sujet suivant que Alexandre Mathieu va nous présenter concernant les savanes. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je vais vous présenter le volet sur les savanes et la lutte contre deux espèces exotiques envahissantes dans ce milieu que sont l'acacia mangium et le niaouli. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu des exemples de savanes. Et on va voir est-ce que c'est de la savane ou pas de la savane. Les savanes, c'est un milieu qui est ouvert et qui est surtout avec une strate herbacée et des arbustes type Byrsominia. Mais de manière plus globale, en Guyane, d'autres espaces ouverts sont appelés savanes, notamment les prairies, des marais ou même des savanes roches. Donc ici, par exemple, on est dans les prairies Maillard, à Makouria, et donc vous avez différents types de milieux. Vous avez de la savane arbustive au milieu, et tout le reste, c'est du pripri à Muku-Muku. Et vous avez une belle forêt d'acacia en haut. Donc sur un territoire assez restreint, vous pouvez avoir vraiment plein de milieux différents qui peuvent être considérés comme de la savane ou pas. Ici, on reconnaît, c'est pas très loin d'ici, vous avez la montagne du Tigre au fond, c'est les marais de la crique Kabassou. Et donc qui ne sont pas de la savane à proprement parler. Ici, les prairies Maillard et la savane des Mornes. Donc la savane des Mornes avance comme ça, et elle est entourée par les prairies Maillard qui sont essentiellement constituées de prairies à Héléocharis, où il y a de l'eau en permanence, même en saison sèche. Là, une vue de ces mêmes prairies. Là, il y a 2 mètres d'eau, par exemple. On ne les voit pas, mais on voit la trace du canoë qui a permis d'arriver jusqu'à la savane où je suis là. D'autres savanes qui sont moins connues, car très difficiles d'accès, par exemple les savanes incluses de la Passoura au centre spatial, où on voit la savane en haut de la photo. Mais pour y accéder, il faut prendre la Passoura depuis Kourou et remonter en canoë ou en pirogue pour pouvoir les atteindre. Ici, on est vers Guatemala, donc les savanes Mawa. Alors là, c'est plus de la savane, en fait, c'est des champs de kikuyu. Donc c'est de la savane qui a complètement disparu. Autre type de savane, les savanes roches.
Donc là, je ne vais pas vous parler de savane roche, même s'il peut y avoir des petites savanes roches en savane, notamment à Makouria, avec les savanes roches malgaches par exemple. Et là, une image du type de savane aérienne dont on a l'habitude de voir, les savanes tir à l'arc par exemple, au centre spatial. Donc les savanes sont un milieu qui est naturel diversifié, mais assez rare. On voit que les taches en jaune, là, sur l'Amérique du Sud, c'est des savanes. Donc on voit qu'elles sont vraiment très présentes sur le continent. Mais par contre, en Guyane, elles sont situées sur le littoral et là où il y a toutes les infrastructures et les habitations. Et on va voir qu'il y a donc une compétition entre l'être humain et ce type de milieu qui a eu la mauvaise idée de se mettre sur le littoral. Donc c'est un milieu qui est très rare puisque c'est 0,3% du territoire, maintenant 0,2%, on en perd de plus en plus, moins de 240 km². Il y a quelques années, là on n'est plus qu'à 200 km². Et pourtant c'est un milieu qui est très diversifié et très riche d'un point de vue écologique. Il représente 16% de la flore de Guyane, 20% des espèces protégées et 20% d'espèces d'oiseaux inféodés. Donc par exemple, on peut y trouver le tyrannobarbu, qui est une espèce en danger critique d'extinction, l'honoré rayé, qui est en préoccupation mineure, le crotal, qui est en danger, ou le tamanoir, qu'on trouve aussi en forêt, mais en savane, on peut le rencontrer assez régulièrement. C'est aussi un milieu qui a une haute valeur historique, culturelle et patrimoniale. Les premières traces d'occupation humaine dans les savanes datent d'il y a plus de 5000 ans. Et on a des traces dans les savanes brigandins vers 700 ans avant Jésus-Christ, par exemple. Par exemple, ici, on peut voir à droite les champs surélevés précolombiens dans la savane diamant à Kourou. Donc, c'est un type d'agriculture qui a été mis en place il y a à peu près 1000 ans en Guyane. Et donc, on trouve encore des traces de ces champs. Mais c'est un milieu qui est donc très sensible et fragile et soumis donc à de nombreux aléas, notamment par exemple aux brûlis, mais également au passage de véhicules ou autres, et qui laissent du coup des traces indélébiles dans ces paysages. Et par exemple, on peut le voir avec les buttes précolombiennes qui ont 1000 ans, elles sont toujours là 1000 ans après. Alors qu'en forêt, vous mettez une butte, dans 1000 ans, la butte elle a disparu, elle aura été érodée, etc. Donc on voit que la moindre perturbation a un impact significatif sur ce milieu. C'est un milieu qui disparaît petit à petit. Il y a plusieurs causes en Guyane avec le développement agricole. Donc là, par exemple, c'est la savane Dorothée à gauche, donc dans les années 1950. Et donc on va voir au cours du temps le développement de l'agriculture et la transformation de cette savane en pâturage. Voilà, il n'y a plus de savane. Le reste de savane, il est en bas à droite. Vous voyez la différence. Autre cause, le développement urbain. Donc les savanes de Rémire, par exemple, elles n'existent plus. Il y a le parc Lindor maintenant là-dessus. Tout le quartier, c'était une immense savane en fait, donc juste à côté d'ici. Également les savanes de Balata, qui étaient des très très grandes savanes, tout autour de l'usine de canne à sucre qui est en ruine quand vous passez sur la route qui va vers l'aéroport, vers la Mirande. Et donc là, on voit l'urbanisation dans cette savane au cours du temps. Voilà, aujourd'hui, la savane a complètement disparu, alors que là où il y a toutes les habitations, c'était de la savane. Autre cause, la fermeture forestière. Donc là, c'est un processus naturel qui se produit si les savanes ne sont pas entretenues, par exemple, par le feu. Donc, par exemple, dans les savanes Bellevue à Irakubo, où on voit la végétation qui commence à grignoter petit à petit dans ces savanes. À gauche, les savanes incluses de la Passoura. Donc, hop, une grosse partie qui a disparu et qui est devenue de la forêt. Et également des forêts de Niaouli qu'on voit en gris foncé, noir, qui se sont installées de manière durable dans ces savanes difficiles d'accès. Et dernière cause, les plantes exotiques envahissantes. Donc ici, par exemple, au rond-point de Sinnamary, avec les acaciamangium, qui n'existent plus actuellement, ils ont été broyés par la mairie. Et donc, on va voir l'évolution de cette zone au niveau du rond-point, avec le développement des acacias tout autour.
Voilà. Donc, je vais passer rapidement sur celle-ci, mais en gros, une espèce devient invasive. Toutes les espèces ne sont pas envahissantes et elles doivent subir un processus pour devenir envahissantes. Donc, pour être capable de survivre, se reproduire, se disperser et envahir de nouveaux milieux. Donc, toutes les espèces ne sont pas capables. Et les deux espèces sur lesquelles on va s'intéresser, l'acacia et le niaouli, elles ont franchi toutes ces étapes. Et c'est pour ça qu'elles posent problème en Guyane, car elles sont capables de se disperser dans plusieurs environnements différents de manière autonome. Un petit exemple, par exemple, le manguier, il est originaire d'Asie du Sud-Est, il est naturalisé dans toutes les régions tropicales et il est envahissant au Brésil, Afrique du Sud et Australie. Mais en Guyane, il n'est pas envahissant, par exemple. Donc ça dépend vraiment du lieu, le statut de plante exotique envahissante. Donc l'acacia, comme le niaouli, sont originaires d'Australie. Il a été ramené dans les années 80-90 pour des besoins agricoles et la revégétalisation minière. Il pousse très rapidement, de 2 à 3 mètres par an. Et ses inconvénients, c'est qu'en fait, comme il pousse très vite et c'est une espèce pionnière, il a tendance à former des forêts monospécifiques dans lesquelles les autres plantes n'ont plus la place. Et il est tolérant au type de sol en Guyane qu'on peut trouver en Guyane. Le niaouli, lui aussi, donc, est originaire d'Australie, Nouvelle-Calédonie. Il a été introduit, alors possiblement au milieu du XXe siècle, peut-être pendant le plan vert pour faire la pâte à papier dans les années 70. On n'a pas vraiment d'idée sur son origine. C'est une plante médicinale qui est très utilisée, et notamment pour l'huile essentielle. Et en Guyane, il avait été rapporté pour faire de la pâte à papier, mais qui n'a jamais pris. C'est un arbre avec une croissance rapide. Il fait énormément de graines, il résiste au feu. Et il a tendance, comme l'acacia, à faire des forêts monospécifiques dans lesquelles toutes les autres plantes disparaissent. Donc, on a commencé nos travaux sur ces deux plantes, enfin sur d'abord l'acacia, en s'intéressant aux savanes et à l'écologie des savanes, donc pendant le Life Cap Dome entre 2011 et 2015, où il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées, avec des études de botanique, ornithologique et sur le sol des savanes. Une phase d'acquisition de connaissances sur les usages et les perceptions, notamment donc, par les habitants autour des savanes, vers Sinnamary et Rakubo. Et enfin, une troisième partie, l'acquisition de méthodes de lutte contre l'acacia, pour savoir quels étaient les moyens techniques et la méthode à utiliser pour lutter contre l'acacia. Suite donc à ce Life Cap Dome, il a été décidé donc de continuer les opérations, cette fois de lutte effective sur l'acacia et le niaouli. Et donc, le but était de rédiger 2 documents stratégiques de gestion de ces 2 plantes, d'avoir un objectif très important de protection des savanes, avec 50 à 70% des savanes débarrassées des acacias et 100% des espèces naturelles protégées. Également de zones tampons, trouver une technique de lutte contre le niaouli, comme ça avait été fait pour l'acacia, et trouver aussi des espèces de substitution à l'usage de l'acacia, puisque l'acacia avait été utilisé à des fins agricoles et il est utilisé pour d'autres fins mellifères, de production de BRF, etc. Et donc on a permis de produire 4500 plants de 10 espèces, j'en parlerai plus tard. Et enfin, donc, des formations, des interventions scolaires, de sensibilisation, des séminaires, des conférences, et la création d'un jeu de rôle qu'on a utilisé lors de la concertation, puisqu'on a également fait de la concertation. À propos de concertation, donc les plans de lutte et stratégies de lutte contre l'acacia et le niaouli ont été élaborés de manière collaborative au niveau local, mais aussi avec des structures nationales. Donc, lors de 4 ateliers avec plus de 40 participants, 24 structures et une série d'actions qui ont été mises en place au cours du LIFE pour certaines. Donc le plan de lutte et la stratégie. Autre mobilisation, cette fois-ci, pour les plans de lutte, on était vraiment sur l'élaboration collaborative d'un document. Après, il fallait mettre en application ce qui a été dans le document. Il y avait des actions en fait par commune qui ont des savanes, et donc après, il fallait décliner, aller dans les différentes communes pour voir ce qui était faisable ou pas.
Donc il y a eu 3 ateliers dans 3 communes donc, qui ont été mis en place. À Sinnamary, donc par exemple on voit en haut, avec du coup les participants qui ont planché sur des cartes et voir quelles zones étaient prioritaires et où agir, quand, et surtout aussi où chercher l'argent pour mener à bien la lutte contre l'acacia à Sinnamary. À Irakubo, c'était plus sur où étaient les acacias et où est-ce qu'il fallait aller prospecter dans les savanes pour trouver les acacias. Et lors de ces ateliers, on a utilisé donc un jeu de rôle, un jeu de plateau, comme vous pouvez voir en bas, qui a été créé pendant le live Biodivom et qui en fait simule une invasion d'acacias dans un territoire. Donc il y a plusieurs acteurs autour de la table et qui jouent un rôle. Donc il y a des rôles d'agriculteurs, de maires, de gestionnaires d'espaces naturels. Et donc chacun a des objectifs, des missions à remplir. Et là-dessus, il y a des petits carrés verts qui représentent l'acacia. Et donc à chaque tour, en fait, il faut concerter autour du jeu. Et dès le premier tour, s'il n'y a pas eu de concertation, on s'en rend très vite compte. Et là, tout de suite, les gens commencent à se dire « Oula, il y a un problème ». Donc c'est un outil qui est vraiment très, très utile et qui permet aussi à des acteurs de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Un maire qui va se mettre dans la peau d'un agriculteur qui, pour lui, il n'a peut-être pas forcément de problème avec l'acacia, alors que le maire, dans la vraie vie, oui. Donc ça permet aussi de se rendre compte un peu des différences. Donc pour mettre en place un peu tous ces plans, il faut surtout savoir où sont les acacias, notamment dans les savanes. Donc ça a été beaucoup de marches à pied dans pas mal de savanes, également sur les bords de route, puisqu'il y avait des zones tampons qu'on voulait faire entre les différentes savanes. Également en canoë, lorsque les savanes étaient inondées, ou alors certaines savanes qui n'étaient accessibles qu'en canoë, au maximum de la saison des pluies. Et sinon, à l'aide des jumelles, lorsque la surface est suffisamment grande et qu'on peut repérer les acacias au loin. Donc, pour le bilan de tous ces inventaires, ça a été plus de 80 jours d'inventaire, sur près de 400 km de route. Dans toutes les savanes d'Irakubo, donc 4400 hectares, 32 savanes au total ont été prospectées sur le territoire, et donc en tout, ça représente 6000 hectares de savanes prospectées, c'est-à-dire 25% des savanes. Donc on n'a pas pu tout prospecter, mais les 40%, autres 40% sont dans le centre spatial et elles sont sous surveillance et on a des accords avec eux. Lors de ces inventaires, on a pu rencontrer quelques petites bestioles sympathiques ou moins. Alors à gauche, un chasseur à flanc bleu, donc c'est le premier serpent que j'ai vu en savane. Et donc on était à Roche-Blanche avec Charlie. Donc c'est une savane qui fait 700 hectares et donc on s'est posé au milieu, on a fait une pause. On a mis nos sacs, on s'est assis par terre et tout pour manger et boire un peu. Et en se levant, en fait, on a vu qu'on s'était assis sur le serpent. Donc en fait, bon, premier serpent et premier serpent mort du coup en savane. Autre surprise, donc une chasseresse des savanes, donc espèce en danger critique d'extinction, en train de prédater un lézard, un Kenthropix striata, lui-même vulnérable. Donc, également donc des choses un peu plus embêtantes, donc les guêpes en savane, il y en a quand même pas mal et ça a été un peu rude de temps en temps. Également donc sinon des belles trouvailles, des tortues charbonnières à Irakubo, il y en a pas mal. Des abénarias aussi quand on était dans la période de floraison, donc des orchidées. Également des rencontres avec les habitants, donc à Saint-Georges avec des propriétaires, le seul propriétaire d'acacia de Saint-Georges d'ailleurs. Il n'y a plus d'acacia, on les a coupés. Jusqu'à Awala, donc, où on a rencontré tous les habitants d'Awala qui avaient des acacias. Et également une planification avec certains propriétaires, avec le cadastre et tout, pour voir où aller et avoir leur accord pour aller abattre les acacias chez eux. Autre sujet, donc, c'est le niaouli. Donc, je reviendrai sur l'acacia après. Sur le niaouli, donc il y a des diapos qui ont disparu, j'ai l'impression. Ah non. Non, c'est bon. Ouf. Pardon. Sur le niaouli, je vais aller assez rapidement. Donc le but, c'était de trouver une technique de lutte contre le niaouli. Donc un arbre qui est très résistant et qui a une fâcheuse tendance, c'est que quand on le coupe, il repousse encore plus vigoureusement.
Donc ça a été faire des tests en fait sur des arbres isolés, également à la pelle mécanique, et ensuite donc suivre sur le terrain la repousse ou pas, et également donc à 2 endroits, donc vers Crickjack en zone marécageuse et dans la savane Passoura au centre spatial. Donc par exemple à Crickjack on voit donc en saison des pluies il y a 2 mètres d'eau là-dedans, donc on ne peut pas y accéder, on ne peut pas couper les niaoulis non plus. Savane Passoura, ça a une autre configuration, c'est des niaoulis qui sont isolés dans la savane. Et là, donc, vous voyez le chantier d'abattage à Crickjack, donc 1 hectare de niaoulis qui ont été abattus à la tronçonneuse, donc c'était un gros chantier. Donc des tests assez mitigés, donc le but c'était de trouver une technique de lutte contre le niaouli. Il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Sur les arbres individuels, on a vu qu'on avait 100% de mortalité lorsqu'ils étaient coupés à la tronçonneuse au ras du sol. Mais en fait, c'est que la zone a été inondée pendant plus d'1 an, non-stop. On a eu 2 années très pluvieuses en 2021 et 2022. Et donc, en fait, toute la zone était sous 1 mètre d'eau. Et donc, c'est potentiellement ça qui a permis d'éliminer les niaoulis. À Mana, sur les 5000 arbres coupés, tout le monde a repris. Et Crickjack, qui normalement est toujours sous l'eau, ça passe aux infos dès qu'il y a des inondations, les voitures ne peuvent pas passer. Et là, il n'y a même pas eu d'eau pendant 1 an. Donc, pareil, donc dans la savane, elle a pris feu. Et du coup, il y a plein de souches qu'on croyait mortes qui ont repris. Donc voilà, donc on voit que pour la pelle mécanique, là, on voit là où s'était passé la pelle mécanique, c'est une belle piscine olympique. Mais la végétation est quand même revenue, et aussi quelques niaoulis issus des graines. Donc on voit que la gestion est quand même difficile et assez multifactorielle et dépendante notamment du climat et des conditions et des alternances possiblement de El Niño et la Niña qui a duré très longtemps pendant les tests. Pour l'acacia, donc je reviens à l'acacia avec plusieurs chantiers sur tout le littoral. Donc dans les zones, des zones tampons, donc ce que vous voyez en vert, donc de Saint-Georges jusqu'aux savanes du Galion, toute la RN1 entre Kourou et Sinamari, le carrefour changement, tout Irakubo et des portions de route d'Awala et de Mana, afin donc de protéger des espaces naturels comme l'APB des Sables Blancs, des terrains du conservatoire ou des réserves. Et également donc, des chantiers dans les savanes, donc 12 chantiers. Et voilà, donc 60 jours d'abattage, près de 5000 acacias abattus. Donc quelques exemples, donc notamment par exemple au prix de Maillard, qui sont dans du conservatoire du littoral et qui donc étaient dans nos objectifs de 100% des espaces naturels protégés débarrassés des acacias. Irakubo par exemple aussi, donc on a éradiqué tous les acacias de toutes les savanes d'Irakubo. Et la RN1 par exemple également, donc une bonne partie des acacias et notamment tous ceux au cœur de la RN1 en dessous du CSG. Donc, quelques images des chantiers. Donc, les arbres étaient tous tronçonnés à la tronçonneuse et débités selon l'endroit, en savane systématiquement débités en morceaux. Sur les APB sable blanc, pas forcément. En fait, on a tronçonné aussi, mais c'est une zone où il y a des habitants sur les sables. Et donc, ils étaient contents parce que ça va leur faire du bois pour faire du charbon et se chauffer, la cuisine et tout. Donc, ils étaient très contents. Et à Awala, où en fait, comme il y avait une 50aine de propriétaires, c'était compliqué d'organiser un chantier. Du coup, j'y suis allé il y a 2 semaines avec Stéphane, un garde de l'ARN. Et donc, tous les deux, là, on me voit, on a tronçonné les arbres nous-mêmes pendant 2 jours et demi. Et comme ça, bon, c'était plus facile. Et on a réglé le problème à Awala. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo maintenant de Café Lucie. Ma collègue Lucie, donc une petite vidéo de présentation, un petit film sur les chantiers d'acacia.
Voilà. Donc un petit florilège des différentes actions d'abattage qui ont eu lieu, donc, qui ont été faites, donc soit par des prestataires, soit par nous, soit même, vous avez vu les jeunes, là c'est des jeunes de la MFR de Regina. Donc un chantier entre Cacao et Regina qu'on a fait 2 années de suite. Voilà. Autre élément du LIFE, je vais passer rapidement dessus, c'était la production d'espèces de remplacement, donc la production de 4500 plants de 10 espèces locales. Donc il y a eu des tests de germination, de croissance qui ont été faits sur ces espèces, et ensuite elles ont été plantées au champ, donc à Irakubo sur 2 parcelles, et donc il y a eu un suivi qui a été fait de la croissance, et afin de réaliser, donc in fine, des itinéraires de production qui sont en cours qui sont finis, qui sont en cours de fin d'infographie et qui donc seront disponibles pour les pépiniéristes, les aménageurs du territoire et qui souhaitent développer et faire croître ces plantes dans leurs serres ou pour les aménagements pour les mairies par exemple. Donc des guides comme ça, donc avec les espèces et des conseils sur la culture, est-ce qu'il faut mettre au soleil, le type de sol, le besoin en eau, etc. Donc tout ça issu des tests qui ont été faits sur les parcelles à Irakubo. Donc globalement, on a atteint nos objectifs, donc qui étaient de 50 à 70% des savanes débarrassées des acacias. On est à 64,7, donc 16 200 hectares, donc objectif atteint. 100% des espaces naturels protégés, donc on est 100% des réserves naturelles régionales et nationales. Pour le Conservatoire du littoral, on n'est pas à 100% parce qu'il y a quelques petits terrains à Makouria. En fait, c'est surtout de l'abatis où les gens font de l'abatis sur des terrains du conservatoire et du coup, il y a de l'acacia et tout. Donc ça, c'est plus compliqué à gérer. Mais bon, on est quasiment à 100%. Et ensuite, les zones tampons, donc 300 km de route, et on est à 369. Et 4 zones tampons, en fait. Et un bilan maintenant sur la mobilisation. Donc, on a vu qu'il y avait eu plusieurs ateliers de concertation et pas mal de monde qui a travaillé sur ce LIFE. Pendant le Cap d'Homme, donc, il y avait eu 46 parties prenantes qui avaient participé. De près ou de loin, donc que ce soit des municipalités, des instituts de recherche, des écoles, des réserves, etc. Et là, actuellement, on est à 90 parties prenantes impliquées pour le LIFE Biodivom en Guyane. Donc une multiplication par 2 du nombre d'acteurs engagés sur l'acacia Ignaouli. Et dont 17 parties prenantes qui sont autonomisées, c'est-à-dire par exemple la mairie de Rémire qui a abattu les acacias sur sa commune, la mairie de Sinnamary qui pareil a commencé à abattre et va continuer d'ailleurs de manière très engagée à lutter contre l'acacia sur son territoire et voilà donc et également donc l'implication avec les jeunes, des animations scolaires, des sorties et les chantiers participatifs par exemple avec la MFR. Donc il y a plusieurs livrables qui ont été faits pendant ce live, donc vous pouvez les retrouver sur notre site savane.fr, donc savane avec un S. De toute façon sur Google vous tapez savane, il est dans la première page. Et donc là vous aurez accès en fait à tous les livrables et documents donc, qui ont été rédigés. Donc le plan de lutte acacia, la stratégie Ignaouli, l'étude technique avec tous les éléments techniques de tout ce que je viens de raconter avant. Notamment avec les coûts, par exemple, combien ça coûte, tout ça. Et enfin, un guide pratique de gestion de l'acacia mangium qui vient juste d'être terminé et qui est en cours d'impression. Et lundi, je le mets en ligne sur le site savane.fr. Et donc là-dessus, vous retrouverez des informations sur toutes les techniques utilisables sur l'acacia et lesquelles il faut utiliser ou pas en fonction du type de milieu. Voilà. Bien, je vous remercie pour votre attention. Je remercie tous nos partenaires financiers, techniques, tous les gens qui ont travaillé sur le GPOG, sur ce live. Et voilà. Alors, merci Alexandre pour cette présentation très intéressante. On va directement enchaîner sur une petite séance de questions, s'il y en a.
Oui, tu n'as pas parlé de germination. Je croyais que c'était le gros problème qu'il y avait, justement, quand on les coupait, parce que c'est bien les couper, mais qu'est-ce qui se passe si les graines tombent au sol? Alors en fait, c'est que l'arbre, dès qu'il a le moindre stress, les capsules qui contiennent les graines s'ouvrent et donc ça libère les graines. En fait, le taux de germination est très très faible. Il est de à peine 4% en conditions optimales. Et par exemple, ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans ce que j'ai appelé la piscine, les 2000 mètres carrés qui ont été coupés à la pelle, c'est que pendant 2 ans, il y avait de l'eau. Après, il n'y en a plus et hop, elle revient. Et donc, en fait, toutes les germinations sont éradiquées par l'eau. Donc, le problème avec le niaouli, c'est plus qu'il y a du rejet de souche. C'est que quand tu le coupes, en fait, c'est la souche qui repart. Les germinations, c'est pas, je ne pense pas que ce soit le plus gros problème, en fait. D'autres questions? En fait, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est pour informer que je pense que c'est Guyane Nature Environnement, mais en fait c'est un système de France Nature Environnement. Il y a un système de signalisation des atteintes à l'environnement où n'importe qui, c'est une application Sentinelle de la nature, n'importe qui peut signaler un égout qui déborde, une épave n'importe où, et il y a on peut signaler les espèces exotiques envahissantes. Alors, bon, moi, je ne suis pas engagé là-dedans, mais je l'utilise de temps en temps. C'est assez bien géré, en fait. Vous avez des réponses. Et alors, je ne sais pas s'il y a un lien, et là, c'est une question, mais est-ce qu'il y a eu un lien sur cet aspect Sentinelle de la nature et votre opération? Dans le cadre du LIFE, non, mais par contre, après le LIFE, il y a encore de la vie, et du coup, on va continuer nos actions, et notamment sur un gros projet qui va se poursuivre sur 4 ans, on l'espère. Et donc, justement, on a vu avec la DGTM et d'autres partenaires pour voir un peu comment coordonner justement ce système de signalisation avec Sentinelle ou autre, pour avoir un peu des renseignements sur les localisations d'acacia et de niaouli. J'avais 2 petites questions. Enfin, une plus généralement sur les savanes, ce que vous avez dit au départ. Vous avez dit qu'il y a des savanes qui se referment naturellement. Du coup, je me posais la question de est-ce qu'il y a des savanes qui se créent naturellement et comment, qu'est-ce qui explique aussi qu'on a un endroit, une savane et pas une forêt, pourquoi elles sont là. Et juste la deuxième, comme ça, c'est fait. C'est par rapport à la stratégie de lutte. Est-ce que c'est envisageable d'arriver à une éradication pour l'une ou l'autre des 2 espèces? Qu'est-ce que vous voyez, comment vous voyez l'avenir par rapport à ça? Alors concernant donc la première question sur la fermeture forestière des savanes, alors non, les savanes ne se créent pas comme ça, ou alors sur peut-être des temps géologiques assez longs. Et globalement, c'est vraiment une combinaison de facteurs à la fois dû au sol, à la chimie du sol, le fait que ce soit des argiles marins, il faut que ce soit plus ou moins inondé quand même dans l'année. Voilà, il y a différents facteurs qui font qu'il n'y a pas de la savane partout. Et ensuite, c'était éradication. Alors là, j'y crois pas trop. C'est une espèce exotique envahissante. On peut pas, je ne crois pas qu'il y ait de cas dans le monde où on ait réussi à les éradiquer d'un territoire, alors sauf peut-être sur des petites îles pour des rats par exemple. Pour des plantes, il n'y a pas d'exemple, mais par contre on peut contenir un peu, faire qu'elle n'arrive pas dans un nouveau territoire, un nouveau lieu, et la contenir. Voilà. Faire du confinement en fait. Hein. Ouais, moi, Alex, c'était plus pour te féliciter pour ce travail et une petite pensée pour ton camarade Charles Elie aussi. Et j'avais une question plutôt ironique. Tu as parlé dans tes inventaires que tu as vu des guêpes. Alors, tu n'as pas dit moustiques. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi à faire de photos, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en savane, même si c'est un peu inondé, y a pas moi, j'ai jamais été piqué par des moustiques. Par contre, à Awala, pendant 2 jours et demi, on a tronçonné sous des nuages de moustiques
Ouais, j'ai eu autant de piqûres en 2 jours et demi que pendant toute ma vie sous les tropiques, je crois. Enfin, ouais. Je vais en profiter pour poser une petite question moi-même. Quelles sont les perspectives de lutte contre ces espèces? Est-ce que l'idée, c'est de continuer à tronçonner comme ça ad vitam aeternam, ou est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui sont mises en place? Alors là, à l'heure actuelle, donc, vous avez vu qu'il y avait 12 chantiers qui ont été faits sur à peu près 3500 hectares de savane et 369 km de route. Donc là, l'idée, c'est en fait chaque année, on a déjà commencé en fait, faire un suivi et arracher les jeunes plants petit à petit et arriver jusqu'à un épuisement de la banque de graines. Après, l'autre idée, c'est on ne peut pas tout faire nous-mêmes et aller arracher sur tout le littoral guyanais et couper. Le but dans le prochain projet, ça va être justement un peu de faire de la concertation de manière un peu plus XXL, c'est-à-dire vraiment commune par commune, et essayer d'autonomiser la gestion de l'acacia, surtout. Le niaouli, on n'a pas de méthode de lutte pour l'instant, donc le niaouli est vraiment très restreint au niveau de Kourou et vers Mana. Il est moins répandu que l'acacia, et donc pour l'acacia, ça va être justement un peu d'avoir des plans d'action communaux, en fait, commune par commune, voir aussi comment chercher des sous pour les couper, parce que ce n'est pas gratuit. Voilà, donc ça va être tout un travail. Et également, là, on a fait un travail d'inventaire à pied, on n'a pas fait toutes les savanes, on n'a fait que 25%. Et donc là, l'idée dans le prochain, ça serait de faire 100% des savanes, notamment toutes celles du centre spatial, en drone, et avec détection multispectrale des plantes. Voilà. Ouais, c'est ma question. Est-ce que les 2 espèces que vous avez parlé peuvent entrer en concurrence? Alors, en fait, elles ne poussent pas dans le même type de milieu. Le niaouli, il lui faut une certaine quantité d'eau. Il faut qu'il y ait toujours de l'eau, plus ou moins, pas trop non plus, mais il est capable de pousser dans 1 mètre, 2 mètres d'eau, par exemple, quand c'est vraiment la grosse saison des pluies. Donc on va le trouver vraiment à l'interface entre les zones marécageuses, les prairies notamment, et les savanes. Par contre, l'acacia, lui, il n'aime pas trop l'eau. Donc lui, pour le coup, on va le trouver beaucoup plus en savane et très rarement dans les prairies. Et voilà. Bonjour. Du coup, en ce qui concerne le niaouli, pourquoi on ne l'exploite pas, justement, pour le réduire? Alors pour le niaouli, ce que j'ai oublié de dire, en fait, c'est que déjà ces 2 espèces, elles sont réglementées. Il y a une législation assez stricte. Comme c'est des plantes envahissantes, il y a un arrêté ministériel qui empêche de les utiliser, en gros. Notamment, par exemple, pour faire de l'huile essentielle. Mais ça peut évoluer. Hein. Ça peut évoluer. Le problème qu'on a, c'est en fait, c'est déjà mettre en place une filière. Et le problème, c'est le but final, c'est quand même que ces plantes, elles posent problème en milieu naturel, elles sont envahissantes. Donc le problème, si on fait une filière, par exemple, ce serait que les gens ils se mettent à planter du niaouli pour... Mais l'idée, ça aurait été, on en avait déjà eu des réflexions là-dessus pendant le live Biodivom, avec des distillateurs. C'est faire de la lutte et du coup avec tout ce qui est coupé, faire de l'huile essentielle. Là après ça va être bon, il y a le problème législatif il faut voir. Après il y a le problème technique, c'est que le niaouli il pousse dans 1 mètre à 2 mètres d'eau dans des zones difficiles d'accès, etc. Donc bon, c'est et il faut voir si ça permet pas de le propager encore plus. Donc je pense que c'est plus un problème technique. C'est l'huile essentielle la plus commercialisée dans le monde. Donc il faut voir aussi si c'est rentable commercialement, quoi. Voilà. Et là-dessus, on n'a pas de chiffres en fait en Guyane. Donc tant qu'on n'a pas fait d'études technico-économiques, ça fait 2-3 ans que tout est un peu en stand-by là-dessus, quoi. Mais il y a eu des réflexions. Hein. Enfin, le GEPOG avec les distillateurs et la DGTM, qui est l'État en fait. D'autres questions?
Merci Alexandre pour cette présentation. En fait, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de mesures de lutte établies pour l'instant contre l'acacia mangeum. Et je me demandais si on pouvait éventuellement envisager l'introduction d'une espèce qui pourrait prédater cet arbre. Alors je pensais peut-être à la girafe de savane d'Afrique. Qu'en penses-tu ? Je sais pas. Il faut voir, ça ferait une attraction touristique pour je sais pas à quel endroit. Après, je sais. En fait, l'acacia mangeum, les feuilles qu'on voit, c'est pas vraiment des feuilles. Normalement, l'acacia, c'est plein de petits folioles. Et en fait, ces petits folioles, ils tombent. Et donc, ce qu'on voit, c'est le pétiole et qui s'est élargi. Et donc, c'est quand même, au final, c'est une feuille qui est très coriace. Et notamment le bétail, par exemple, à Sinnamary, de lui-même, s'il n'a pas été habitué quand il était petit à manger de l'acacia, il ne va pas en manger. C'est pour ça que les éleveurs de Sinnamary, ils forcent les bébés zébus et buffles à manger les jeunes acacias dès leur naissance pour qu'après, ils puissent les entretenir. Donc, il faut voir, peut-être à forcer des girafes. Je sais, bon, je ne connais pas le système digestif des girafes. Donc, merci. C'est peut-être pas assez nutritionnel, je ne sais pas. J'avais une autre petite question un peu plus sérieuse. Quand on avait coupé les acacias à savane qui portent ton nom de famille à Irakubo, on avait emmené les troncs chez un gars qui voulait faire du charbon. Ça a donné quoi, ça, du coup ? Oui, alors pendant le live, il y a eu aussi une étude sur la valorisation des déchets issus des chantiers. Donc ça a été financé par la DGTM, donc c'était au sein du GEPOG. Donc c'est Charlie qui a bossé là-dessus. Et donc en fait, on a testé des méthodes de valorisation, donc notamment le compostage, le BRF, le broyage raméal fragmenté, et le charbon, le charbonnage. Donc pour l'instant, on voit que le charbon, de toute façon, il n'y a rien qui résiste. Il n'y a pas de... les graines, de toute façon, ne résistent pas au charbon. Donc, ça fait un très bon charbon, d'ailleurs. Et d'ailleurs, sur tous les chantiers au Pré-Prix Maillard, sur tous les acacias qu'on a abattus, tous les Haïtiens autour se sont empressés de tout récupérer pour faire du charbon dans les jours qui ont suivi les chantiers, quoi. Et après, donc pour le compostage et valorisation, c'est un sujet qu'on va aborder dans la suite, dans les 4 ans qui vont venir, où là, justement, on va voir avec la filière biomasse qui s'est structurée pour voir comment en fait, valoriser tous ces acacias en biomasse pour fabriquer de l'électricité. Voilà. Pareil, ça va être de la concertation avec la filière biomasse. Y a-t-il encore des questions ? Je pense qu'on va clôturer ici alors. Du coup, je tiens à remercier le GEPOG de nous avoir présenté ce sujet et surtout les remercier pour le travail effectué. Et je pense qu'il y a encore un petit mot qui va suivre de Madame la directrice. Merci. Je voulais juste profiter de ce moment pour quelques remerciements. Et après, promis, on vous proposera d'aller partager un petit pot. Donc, pour remercier en premier lieu les partenaires financiers du projet, donc l'Europe, le ministère de l'écologie, l'Office français de la biodiversité, le Conservatoire du littoral et en local, la collectivité territoriale de Guyane et la Direction générale des territoires et de la mer. Ça veut dire qu'il faut qu'on parte, j'imagine. Tous les partenaires techniques des 2 volets, que je ne citerai pas parce que ça serait trop long. Et je voulais surtout en profiter pour remercier les différentes personnes du GEPOG, les différents salariés du GEPOG qui ont travaillé soit à l'élaboration de ce projet Live Biodivom, soit à sa mise en œuvre. Donc je vais forcément oublier des gens, mais malgré tout, je souhaite citer Nils, Anna, Alizé, Amandine, Margot, Alexandre, Charlélie, Marie, Lucie, Marion Rousse, Marion Bonnet, Ginette. Je crois que c'est déjà pas mal.
Donc je vous propose qu'on les applaudisse. Et puis un spécial remerciement aux deux organisatrices de cette soirée ce soir au GEPOG, Lucie et Marion, qu'on va aussi applaudir de nouveau. Alors donc, ceci clôture notre belle soirée. Ça marche ? Oui. Ceci clôture notre belle soirée. Voilà, ça marche mieux. Du coup, je tiens à vous remercier, vous tous, d'être venus encore en nombre avec des questions souvent très pertinentes. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger sur des sujets diversifiés chaque mois au Café des Sciences. Et donc, je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Ce sera le 16 mai. Et ce sera Fabien Granger de l'entreprise Amazon Hydroforce qui viendra nous parler des systèmes de génération d'électricité en site isolé. Donc ça promet d'être très intéressant également. Voilà, merci à tous et bonne soirée et beau week-end.